Merci. Bonjour. Alors, je vous remercie d'abord de m'avoir invité à venir vous parler des autres mondes. Là, vous allez entendre parler de beaucoup de choses sur Terre, mais levons un peu le regard vers le ciel. Et je vais vous parler aujourd'hui des exoplanètes ou planètes extrasolaires, c'est-à-dire les planètes qui tournent autour d'étoiles qui ne sont pas le Soleil. Donc, ces planètes extrasolaires, c'est en quelque sorte les nouveaux mondes que l'astronome est en train de découvrir aujourd'hui. C'est un peu comme aujourd'hui l'époque contemporaine. Aujourd'hui, pour l'astronome, c'est un peu comme il y a 500 ans, quand Christophe Colomb découvrait l'Amérique. Eh bien, l'astrophysicien aujourd'hui découvre de nouveaux mondes, et c'est ce que je vais vous décrire maintenant. Alors, je vais vous décrire maintenant, vous allez me dire, oh là là, c'est de la science-fiction, on va partir dans Star Wars, etc. Non, 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 non. C'est vraiment la recherche contemporaine. Et c'est pas uniquement la recherche d'objets, de planètes, c'est aussi la compréhension de ce que sont ces objets. Est-ce qu'ils sont habitables? Est-ce que la vie peut s'y développer? Et même éventuellement, est-ce que la vie s'y est développée? Et ultimement, est-ce que la vie intelligente s'est développée? Ce sont des questions que nous nous posons aujourd'hui dans la recherche contemporaine. Alors d'ailleurs, vous le savez peut-être déjà un peu. Si vous avez ouvert vos journaux il y a 2, 3 semaines, vous avez entendu parler de la découverte de 3 planètes potentiellement habitables, comme c'était titré dans le Figaro. Alors, on avait effectivement découvert récemment 3 planètes. Je ne vous cache pas que cette découverte a été légèrement survendue. En réalité, la description qui en a été faite était peut-être un petit peu exagérée, mais je vais revenir sur ce point un peu plus tard. Mais cette question des planètes extrasolaires ne date pas d'aujourd'hui. On y répond aujourd'hui, mais elle est posée depuis très 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 longtemps, depuis plusieurs siècles, depuis que l'on a réalisé que le Soleil, notre Soleil, dont vous avez une image ici, n'est rien d'autre qu'une étoile, mais une étoile tout à fait ordinaire. C'est pas une étoile plus petite ou plus grosse que les autres, plus chaude, plus froide, avec plus riche en métal ou quoi. Non, non. C'est une étoile vraiment banale, tout à fait ordinaire, parmi les étoiles de la galaxie. Et quand on a réalisé ça, il y a plusieurs siècles, on se pose, on se pose immédiatement, tous, vous vous posez immédiatement la question, mais si le Soleil est une étoile parmi les étoiles qui peuplent le ciel, est-ce que ces autres étoiles, comme celle-ci que je montre là, est-ce que ces autres étoiles ont aussi des planètes qui tournent autour? Bien, cette question, elle est posée depuis des siècles, et pour la plupart d'entre vous, quand vous êtes allé à l'école, on vous a sans doute appris qu'il y avait 9 ou 8 planètes autour du Soleil, et c'est tout. C'est la seule chose qu'on connaissait jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de détecter ces planètes. Elles sont très très faibles, très proches de leur étoile est très brillante, et donc il est très difficile de détecter la lumière de cette planète, et même, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais vous montrer aucune image de ces planètes aujourd'hui. Nous n'avons, à quelques exceptions près, pas du tout d'image. C'est-à-dire, quand je dis une image, juste un petit point lumineux à côté d'une tache très brillante. Donc, nous n'avons pas d'image parce que c'est difficile, quasi impossible avec les technologies actuelles, d'avoir une image d'une exoplanète. Donc, il faut utiliser notre intelligence pour détecter ces planètes. Et c'est ce que je vais vous décrire. Je vais vous décrire comment on a pu détecter ces nouveaux mondes. Et puis, évidemment, si vous voulez chercher des planètes, on cherche tous une planète qui éventuellement ressemblerait à la Terre. On aimerait trouver la sœur jumelle de la Terre. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais on a découvert des planètes qui ressemblent un peu à la Terre. Alors, plutôt que des sœurs jumelles, j'ai plutôt envie de les appeler les cousines de la Terre. Et je vais vous montrer une de ces cousines. Et enfin, on aimerait bien les caractériser et en savoir plus sur leur contenu. Et donc, on est capable aujourd'hui, je vais vous le montrer, on est capable de détecter le contenu de l'atmosphère de ces planètes. Donc vous voyez, des planètes qu'on n'a même pas vues, on est capable de savoir, de pas de voir, mais de savoir quel est leur contenu, et je vais vous expliquer comment on fait ça. Alors tout d'abord, comment on les détecte? Alors on ne peut pas les voir, donc il va falloir utiliser des méthodes que l'on appelle indirectes. La première méthode qu'on a utilisée, c'est la détection du mouvement de l'étoile. Parce que
je vous ai peut-être même dit par abus de langage, la planète tourne autour de son étoile. En réalité, ce n'est pas exactement ça. Ce qui se passe, c'est que l'ensemble planète-étoile tourne autour de son centre de gravité. Et la conséquence de ça, c'est que quand la planète tourne autour... Vous voyez, je fais l'abus de langage, je recommence. Quand la planète tourne autour du centre de gravité du système planète-étoile, l'étoile tourne aussi. Une autre façon de le dire, c'est elle tourne parce qu'il y a la gravité, l'attraction gravitationnelle, action-réaction, l'étoile attire la planète attire l'étoile. Et donc, la planète fait bouger l'étoile. Si on est capable de détecter ce mouvement de l'étoile, par exemple, on la voit bouger en 1 an, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui fait bouger l'étoile, c'est une planète qui tourne en 1 an autour de l'étoile. Et c'est ainsi qu'on a découvert les premières planètes. Je montre ici la courbe d'une planète, le déplacement d'une étoile qui a permis de détecter une des premières planètes en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz à l'Observatoire de Haute-Provence. Il y a une autre technique qui a permis de détecter énormément de ces planètes, c'est la méthode des transits. Alors là, cette fois-ci, on observe une étoile où la planète passe devant. Et quand elle passe devant, elle cache une petite partie de la surface de l'étoile, donc on reçoit moins de lumière. On mesure la brillance de l'étoile en fonction du temps, et tout d'un coup, on la voit s'éteindre, baisser un petit peu, s'éteindre un peu. C'est ce qui est représenté sur cette courbe. Vous voyez, ce qu'on appelle une courbe de lumière, quand la planète passe devant, l'étoile est moins brillante. Et on a détecté un très grand nombre de planètes en utilisant cette technique. C'est la technique qui a été utilisée pour détecter les 3 planètes trappistes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et alors là, on ne mesure pas la masse. La première fois, puisqu'on mesurait le déplacement de l'étoile, on mesure la masse. Là, cette fois-ci, on voit la quantité de lumière cachée par la planète. Donc on mesure la taille de la planète ou son rayon. Alors, ces techniques sont très très efficaces. Et je vous disais, il y a une vingtaine d'années, on connaissait que 8 planètes, les 8 planètes du système solaire. Aujourd'hui, en 2016, eh bien, nous connaissons plus de 3000 planètes. Il pleut des planètes, pour reprendre l'expression, le titre du livre de mon collègue Alfred Vidal-Madjar. Et en fait, on ne connaît pas 3000 étoiles autour desquelles tournent des planètes, mais on en connaît un peu moins. On connaît à peu près 2500 étoiles autour desquelles tournent des planètes, parce qu'il y a des systèmes multiples, des étoiles autour desquelles tournent plusieurs planètes. Alors maintenant, je ne vais pas vous les décrire, les 3408, j'en serais bien incapable et on ne m'a pas donné assez de temps. C'est bien dommage. La prochaine fois, pour l'organisation de ces conférences, vous préverrez assez de temps et je vous expliquerai ces 3408 planètes. Je vais me contenter d'une seule aujourd'hui, une cousine de la Terre, Gliese 581c. Alors c'est une planète dont la découverte a été annoncée en avril 2007 et les propriétés vont vous sembler un peu exotiques. La planète tourne en 13 jours autour de son étoile. Je vous rappelle que Mercure, la planète la plus proche, met 80 jours à tourner autour du Soleil. Là, 13 jours. Elle est très proche de son étoile. Elle est 14 fois plus proche de son étoile que le Soleil, que la Terre ne l'est du Soleil. Vous dites, oh là là, il doit faire chaud là-dedans. Non, non, parce qu'il y a un mais. Le mais, c'est que cette étoile est une étoile faiblement brillante. C'est une naine rouge, un peu comme l'image qu'on a vue tout au début. Donc c'est une étoile beaucoup moins brillante et grosso modo, la différence de distance entre cette étoile et la planète par rapport au système Soleil-Terre compense par la différence de distance compense la différence de luminosité. Et le résultat, c'est que cette planète reçoit à peu près autant d'énergie que la Terre en reçoit du Soleil. Et la température doit être assez proche que la température qui règne à la surface de la Terre. Et en plus, il se trouve que c'est une planète qui fait 5 fois la masse de la Terre. Donc on se dit 5 fois la masse de la Terre, c'est très très probablement une planète solide, rocheuse, vous voyez, on ne s'enfonce pas dedans. Et donc on se dit, c'est pas mal, c'est une planète typiquement sur laquelle la vie pourrait se développer à la surface. Alors, en réalité, la seule chose qu'on connaît, c'est sa masse, on ne connaît même pas son rayon de cette planète. Alors on peut dessiner une vue d'artiste, je vous dis, on n'a pas d'image, mais on peut dessiner une vue d'artiste, comment on imagine cette planète. Et vous avez vu cette planète en premier plan, avec les 2 autres planètes, parce que c'est un système
multiplanétaire, on connaît au moins 2 autres planètes, et qui tournent autour d'une étoile naine rouge. Ça, c'est ce qu'on peut dessiner si on est assez réaliste de ce qu'on connaît de ce système. Mais je voulais aussi vous raconter une histoire, c'est que en avril 2007, quand les astronomes ont découvert cette planète, bon, ils ont écrit leur article scientifique, ils ont dit, oh tiens, au service de communication de leur laboratoire, oh, ça serait bien qu'on en parle dans les médias. Alors voilà ce qu'on savait. La personne qui s'occupe de faire le communiqué de presse se dit, oh oui, mais pour que ça fasse un peu de buzz quand même, il va falloir que je dise vraiment, la température est bien, si c'est solide, il peut y avoir de l'eau liquide, et on sait que l'eau liquide, c'est propice à l'apparition de la vie. Voilà, donc il écrit ça dans le communiqué de presse. Les journaux ont reçu le communiqué de presse. On dit, ouais, il peut y avoir de l'eau liquide. Bon, on va écrire qu'il y a de l'eau liquide. Hein. La vie peut s'y développer, oui, donc voilà. Et on publie à la fin. Et vrai de vrai, hein, le soir, quand je suis à rentrer chez moi, les annonces ont été faites dans les journaux, mon épouse m'a dit « j'ai écouté France Info aujourd'hui et j'ai entendu que vous avez découvert une planète sur laquelle il y avait de l'eau liquide, des montagnes, des arbres et peut-être même des petits bonhommes qui se déplacent à la surface. » Voilà comment, entre finalement la découverte d'une planète habitable, on est devenu une planète habitée. Donc, je vous invite à, quand vous avez des annonces publiées dans les journaux, à prendre un peu de recul et essayer de savoir qu'est-ce qu'on sait vraiment et qu'est-ce qui est de l'ordre du certain, de l'ordre de l'hypothétique et de l'ordre de hyper-hypothétique. Alors, on va quand même, je ne veux pas vous décourager trop, et je vous ai dit tout au début que nous sommes capables de détecter les atmosphères de ces planètes. Comment on fait ? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse la lumière de l'étoile quand la planète passe devant l'étoile. Quand la planète passe devant l'étoile, je vous ai dit, elle cache un peu de la lumière de l'étoile. Mais il y a une partie de la lumière de l'étoile qui traverse l'atmosphère de la planète. Donc si on analyse cette lumière, on est capable de détecter une très faible signature de cette atmosphère, de cette exoplanète. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous êtes capable de faire aussi. Vous avez tous déjà vu l'atmosphère d'une planète vue en transparence par la lumière de son étoile. Vous avez tous déjà vu ça. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais regardé le coucher de soleil. Ben oui, quand vous regardez un coucher de soleil, le soleil est peu brillant, il est rouge, parce qu'il y a l'absorption de la lumière du soleil par l'atmosphère de la Terre. Et quand vous regardez un coucher de soleil rouge, c'est la signature de la diffusion relais des molécules d'oxygène et d'azote. Donc en regardant un coucher de soleil, vous pouvez déduire la présence de l'atmosphère et même une partie de sa composition en quelque sorte. Et bien c'est exactement ce que l'on fait pour les exoplanètes. On les observe quand elles passent devant leur étoile et on est capable de détecter un très grand nombre d'éléments. Et la liste que j'ai dressée ici, c'est pas une wishing list. C'est pas ce que j'aimerais détecter. C'est ce que nous détectons aujourd'hui dans les atmosphères de ces exoplanètes. Alors vous voyez que dans l'ultraviolet, on détecte de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'hélium, du silicium. Dans le visible, des aérosols, du sodium. Et très important, dans l'infrarouge, nous détectons des molécules. Du méthane, de l'eau, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone. Et donc, nous sommes capables de détecter des choses qui s'approchent des molécules de la vie. Nous savons qu'il faut l'eau pour l'apparition de la vie. Et donc, c'est exactement ce que nous essayons de faire aujourd'hui. C'est vraiment la science contemporaine. Nous posons la question de comment détecter la vie, quelle est la signature de la vie, et une des réponses possibles se trouve dans le diagramme suivant, où vous avez le spectre de 3 planètes du système solaire, 3 planètes telluriques, Vénus, la Terre et Mars, et on voit que sur Vénus, la Terre et Mars, il y a du dioxyde de carbone, mais que l'atmosphère de la Terre a une toute petite particularité, c'est qu'il n'y a pas que du dioxyde de carbone, il y a aussi de l'eau, et encore plus important, il y a des molécules d'oxygène, et ces molécules d'oxygène, elles sont produites par la vie. La molécule d'oxygène est détruite très rapidement par les mécanismes d'oxydation, et donc si vous avez de l'oxygène dans l'atmosphère d'une planète, c'est qu'il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire.
C'est donc un biomarqueur, une signature de la vie. Et c'est typiquement ce genre de signature que nous espérons détecter prochainement dans les exoplanètes. Et pour ça, on imagine déjà les instruments qui permettront de le faire. Par exemple, des flopées de satellites, enfin télescopes dans l'espace, qui combinent leur lumière pour faire des analyses très poussées des planètes de petite taille qui ressembleraient à la Terre. Et bon, alors aujourd'hui, on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore à aller là-bas, mais on va terminer cette conférence par un petit voyage. Je vous invite à faire le voyage. Imaginons que nous sommes capables d'aller là-bas, de voir l'atmosphère de cette planète, d'être dans la planète. Soyons en ballon dans une atmosphère d'une planète géante gazeuse, exoplanète, et j'ai fait pour vous le calcul de qu'est-ce que nous verrions, et vous allez voir les couleurs du ciel d'une exoplanète, les vraies couleurs. Là, ce n'est pas une vue d'artiste, c'est un vrai calcul numérique, et on va voir donc les couleurs d'un coucher d'étoiles vu d'une exoplanète. Vous voyez, le ciel est très différent de chez nous, il est plutôt pourpre, et la planète qui se couche, le soleil qui se couche, va devenir plutôt vert, cyan, etc. Même plutôt vert à la fin. Je vous remercie.